Bonjour, cours 1, introduction au système nerveux. Alors pourquoi parler de système nerveux en STAPS, et ce dès la première année? Si on prend l'ensemble de ces activités et la performance, quel que soit le niveau, dans chacune de ces activités, on peut supposer que ça va être en jeu des réflexes, des actes moteurs, de la décision, des processus de décision. Il va falloir réguler son rythme cardiaque, il va falloir prendre de l'information sur les adversaires, sur les partenaires, sur la balle, il va falloir réguler son équilibre, s'orienter dans l'espace. Il faut avoir, au cours de l'entraînement, appris, il faut avoir mis en place des tactiques qu'on va réutiliser. Par ailleurs, on peut supposer que tous ces êtres humains qui sont là en train de pratiquer le sport, à un moment vont devoir réguler leur température corporelle, peut-être avoir faim et autres. Dans tous ces processus, le système nerveux est impliqué, ainsi que dans bien d'autres. Alors de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on entend par système nerveux? Le système nerveux, c'est tout simplement un ensemble de nerfs, de ganglions et de centres qui assurent la commande et la coordination des fonctions vitales, mais aussi la commande et la coordination de l'appareil locomoteur, la réception de messages sensoriels et aussi les fonctions psychiques et intellectuelles. J'y reviendrai. Ce système nerveux est un système hiérarchisé. Il assure différentes fonctions, et d'ailleurs je vais les présenter comme ça parce qu'on ne peut pas tout dire en même temps, mais ces différentes fonctions sont en permanence liées. Le système nerveux a des formes très variables selon les espèces. Moi je vous parlerai essentiellement de l'homme avec parfois quelques petits passages vers l'animal. Alors si le système nerveux est très variable selon les espèces, il n'en demeure pas moins qu'il est fruit d'une évolution. Je prends à gauche un cerveau de rongeur et à droite un cerveau d'être humain. On retrouve un certain nombre d'analogies. Par exemple, chez le rongeur à gauche, le cortex moteur en vert, que l'on retrouve aussi en avant dans le lobe frontal chez l'être humain. À l'arrière, ce qui est en bleu dans les deux cas d'ailleurs, le cortex occipital qui est consacré essentiellement à la vision. On retrouve un certain nombre d'analogies, mais aussi, comme vous pouvez le constater tout bêtement d'un point de vue de la forme, de grandes différences. Le système nerveux dont je vais vous parler est un système biologique. Et pourtant, c'est sans doute le support aussi de ce qui nous permet de penser, d'émettre des idées. Et ce lien entre cette matière biologique et l'esprit, il faut bien le reconnaître à ce jour, reste assez mystérieux. Comme je vous le disais, le cerveau est le fruit d'une évolution. On parle alors de phylogénèse. Qu'est-ce que la phylogénèse? C'est l'évolution d'une espèce des débuts à aujourd'hui. En ce qui concerne le système nerveux, on fait souvent référence à la théorie de MacLean, dit du cerveau triunique. Selon MacLean, le cerveau se serait constitué en trois grandes étapes. Le cerveau reptilien, qui est apparu il y a environ 400 millions d'années, le cerveau limbique et le néocortex apparu il y a 3,5 millions d'années environ. Qu'est-ce qu'on entend par cerveau reptilien? C'est ce qui est en noir sur la figure. Donc, ce sont les parties basses du système nerveux central, à savoir le tronc cérébral, le cervelet. Ces structures nerveuses permettent d'assurer la survie de l'animal, mais aussi sa reproduction, lui permettent d'avoir de l'agressivité face à des proies ou face à des adversaires, mais il permet aussi la régulation cardiaque, de la température corporelle, etc. C'est un cerveau donc très ancien que nous partageons avec les reptiles. Le cerveau limbique est apparu plus tard. Il est, comme vous pouvez le constater sur la figure de droite, là aussi en noir, placé au-dessus du cerveau reptilien, avec des structures de type amygdale, hippocampe, hypothalamus. Il est inutile de les retenir pour l'instant, c'est vu plus tard dans le cours. Le cerveau limbique est particulièrement impliqué dans les émotions, dans les apprentissages complexes, aussi un petit peu dans l'orientation spatiale. Enfin, le dernier à être apparu, le néocortex, caractéristique des mammifères en particulier, avec des gradations, comme on a pu le voir tout à l'heure, entre le cortex d'un rat et le cortex d'un être humain, la différence est quand même assez notoire. Ce néocortex est le support des activités du type langage, pensée abstraite, socialisation, et offre
tout au moins chez l'être humain, des capacités d'apprentissage quasi infinies. Ces trois niveaux, selon MacLean, sont organisés hiérarchiquement. Dit autrement, le néocortex contrôle le niveau limbique, qui lui-même contrôle le niveau reptilien, et le néocortex contrôle le niveau reptilien en direct. Alors cette théorie assez classique, et qu'on retrouve encore assez souvent, est un peu discutable. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, dans la mesure où les contrôles sont parfois dans les deux sens, du bas vers le haut, mais aussi du haut vers le bas, qu'il y a donc des interactions réciproques entre ces trois niveaux de cerveau. En ce qui concerne l'ontogénèse, c'est l'évolution d'un individu de sa conception à sa mort. Le cerveau, en termes de structure, les éléments se construisent jusqu'à l'adolescence, au niveau macroscopique. Au niveau microscopique, donc des connexions qui se forment entre les neurones, ça se déroule tout au long de la vie, depuis les tout débuts de la neurogénèse, la genèse des neurones, jusqu'à la mort de l'individu. Donc autant la construction globale va à peu près jusqu'à l'adolescence, autant les constructions microscopiques se déroulent tout au long de la vie. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce système nerveux? Tout d'abord, et vous le savez évidemment, des neurones. Qu'est-ce qu'un neurone? Ce sont des cellules nerveuses qui transmettent de l'information sous forme de potentiel d'action. On trouve aussi des cellules gliales, que l'on appelle aussi névroglies, qui ont pour fonction d'assurer le soutien, l'alimentation, le nettoyage, etc., du système nerveux, et qui produit un élément important, la myéline, qui entoure certains neurones. On trouve par ailleurs, dans le système nerveux, des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des molécules chimiques qui permettent de transmettre l'information d'un neurone à l'autre dans les synapses. Enfin, important aussi dans le système nerveux, des molécules dites fonctionnelles, par exemple des enzymes qui permettent de dégrader des neurones ou des neurotransmetteurs en excès, etc. Pour s'y retrouver un petit peu dans le système nerveux, on propose un certain nombre de divisions. Je vais vous en proposer 3, sachant que 2 sont le plus souvent utilisées. La première distingue le système nerveux central du système nerveux périphérique. Le système nerveux central, c'est l'encéphale, ce qu'il y a dans la boîte crânienne, plus la moelle épinière, et monté en parallèle, le cervelet. Le système nerveux, c'est tout ce qui part de l'axe central vers les extrémités du corps. Cette distinction entre central et périphérique est une distinction anatomique. L'autre distinction qui est faite est dite fonctionnelle, fonctionnelle au sens de à quoi ça sert. On distingue le système nerveux autonome qui assure la gestion de la survie, l'homéostasie, à savoir la régulation des grandes fonctions. Le système nerveux autonome est constitué de 2 grands sous-systèmes, le système sympathique, qu'on appelle aussi orthosympathique, et le système parasympathique. Par ailleurs, le système nerveux somatique est, lui, consacré à tout ce qui est relation avec l'environnement. Enfin, troisième type de distinction, système efférent, système afférent. Des voies nerveuses efférentes partent du centre vers la périphérie. Par exemple, lorsqu'une information part de mon cortex vers mes muscles pour générer la contraction d'une main, par exemple. Les systèmes afférents vont de la périphérie vers le centre. Par exemple, si on me touche la main, l'information va remonter vers le cortex via des voies afférentes. On retrouve sur cette figure les 2 types de classification. À droite, la classification sous forme anatomique, le système nerveux central, avec l'encéphale et la moelle épinière, d'une part, et le système nerveux périphérique, d'autre part. Et à gauche, une approche fonctionnelle, le système nerveux somatique versus le système nerveux végétatif. De manière un peu plus illustrée, si on voit là assez facilement la distinction entre système nerveux central et périphérique, on voit bien sur la figure de droite, le système nerveux central SNC, tout ce qui est dans la boîte crânienne et la moelle épinière, le système nerveux périphérique, le reste. Cette figure, que je ne vais pas détailler ici, que vous trouverez sur le diaporama,
résume un petit peu l'ensemble. On peut observer, en fonction des systèmes, quelques différences anatomiques. Si on s'intéresse au système nerveux somatique, dans l'ensemble, la transmission de l'information se fait via des neurones qui vont se succéder grâce à des synapses, et au final, il va y avoir dans le système nerveux somatique des libérations de neurotransmetteurs vers des fibres musculaires qui vont permettre le mouvement, que ce mouvement soit celui d'un bras, de cordes vocales ou quoi que ce soit. En revanche, dans le système nerveux autonome ou végétatif, on voit l'intervention d'autres modalités de transmission de l'information par des ganglions, mais aussi par la libération d'hormones par les médullosurrénales surrénales. Donc c'est un système assez particulier, assez différent, et qui met en jeu le système des hormones, système endocrinien. Qu'est-ce qui rentre et qui sort dans le système nerveux central? En effet, ce système nerveux n'est pas totalement isolé du reste du monde, il interagit avec son environnement proche, et même un peu plus lointain. Les entrées. Tout d'abord, le système nerveux reçoit des éléments par voie sanguine. Ça peut être des molécules chimiques transportées par le sang qui peuvent changer le fonctionnement des neurones. On trouve dans ces molécules chimiques des substances endogènes fabriquées ou tout au moins transformées par le corps en lui-même comme les glucoses, mais il peut recevoir aussi des substances exogènes comme l'oxygène ou l'alcool. Le système nerveux a aussi des entrées dites par voie nerveuse. Ce sont les entrées sensorielles captées par des récepteurs. C'est ce qu'on appelle le processus de transduction, lorsque par exemple des photons viennent à ma rétine et vont former de l'information visuelle un petit peu plus tard. C'est aussi de l'information mécanique, si on appuie sur mon bras, de l'information auditive. Donc ce qui se passe, c'est que le processus de transduction va transformer ces énergies en quelque chose de traitable par le système nerveux, que sont les potentiels d'action. En fait, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière qui se balade dans mon cerveau. Tout ça est traduit dans quelque chose traitable par le système nerveux. Le système nerveux émet aussi des sorties. Les sorties sont de deux natures. Les sorties peuvent être par voie nerveuse. Les informations sont véhiculées par les neurones pour aller jusqu'à des effecteurs, le système musculaire, qui vont permettre d'agir sur mon environnement. Il y a aussi des sorties sanguines, comme je l'ai disais tout à l'heure, des hormones qui vont être transportées par le milieu antérieur vers des cibles. Mais il y a aussi de l'évacuation de déchets, puisque le système nerveux, le fonctionnement du système nerveux, génère des déchets qui vont être transportés vers le milieu intérieur pour être évacués. Ici, on voit que le système nerveux et le système hormonal sont intimement liés et fonctionnent de concert. Moi, je ne parlerai ici que de système nerveux, puisque les processus hormonaux sont traités dans un autre enseignement qui s'appelle système endocrinien. Si on regarde un petit peu plus en détail ce qu'on trouve dans le système nerveux, je vous ai dit, il y a des cellules gliales qui globalement assurent l'intendance. On peut déjà signaler qu'elles sont 10 fois plus nombreuses que les neurones. Qu'est-ce qu'on trouve comme cellules gliales? On trouve tout d'abord les astrocytes, qui ont ce nom parce qu'elles sont en forme d'étoile. Les astrocytes, ils participent au maintien de la barrière hémato-encéphalique. C'est une structure qui protège chimiquement le système nerveux. Elle régule le flux sanguin, assure l'approvisionnement des neurones en nutriments et participe à l'équilibre des ions à l'intérieur et à l'extérieur du neurone. Autre cellule gliale, les oligodendrocytes. Ces oligodendrocytes ont un rôle essentiel dans la formation d'une gaine qui s'appelle la myéline, que l'on trouve autour de certains axones, et on verra que cette gaine de myéline a une importance fondamentale dans la conduction du message nerveux. Autre cellule gliale, la microglie, ce sont des cellules macrophages, donc qui mangent, et qui sont situées dans le système nerveux, et qui assurent des fonctions immunitaires.
Enfin, les épendymocytes participent à la production du liquide céphalorachidien. On trouve aussi, comme cellules gliales, les cellules de Schwann. Alors pourquoi je les traite un tout petit peu à part? Parce qu'elles participent, tout comme les oligodendrocytes, à la formation de la myéline, mais cette fois-ci au niveau du système nerveux périphérique, alors que pour les oligodendrocytes, il s'agit du système nerveux central. Vous avez là quelques illustrations, donc en haut à gauche, en forme d'étoile, des astrocytes, et on voit sur la droite, en bas à droite, mais aussi en bas, tout en bas, un petit peu les oligodendrocytes. Alors je vous disais tout à l'heure que grâce aux oligodendrocytes se formait une gaine dite de myéline. Qu'est-ce qu'une gaine de myéline? C'est une gaine qui vient entourer les axones, les extrémités des neurones, de manière concentrique. La gaine va s'enrouler plusieurs fois autour pour former une couche étanche. On le voit là sous une autre forme. Quand je dis étanche, il faut entendre une couche imperméable à certains ions. Les neurones, comme vous le savez, forment, pas que, mais forment aussi des grandes voies qui vont se distribuer dans le corps et sous forme de nerfs. Ces nerfs, en fait, sont constitués de plusieurs formes. On trouve autour des axones des neurones de l'endonèvre. Donc chaque axone est protégé par de l'endonèvre. Ces axones protégés vont être regroupés en faisceaux ou en fascicules. Ces faisceaux ou fascicules sont eux-mêmes entourés de périnèvres. Et enfin, ces fascicules sont regroupés en nerfs, et ces nerfs sont entourés d'épinèvres. Voyons maintenant l'anatomie d'un neurone, puisque je vous en parle depuis tout à l'heure et j'ai déjà utilisé des termes comme axone. Comment est constitué un neurone? Un neurone, c'est une cellule. Ça peut être une cellule toute petite, mais ça peut être aussi une cellule très grande. Par exemple, vous avez des neurones qui partent du cortex moteur, donc en gros en haut de la boîte crânienne, un petit sous les os évidemment, et qui vont se projeter jusque dans le bas de la moelle épinière, plus d'1 mètre. Et certains vont être tout petits. Un neurone est constitué de, globalement, 3 gros éléments. Tout d'abord, cette forme que l'on voit à gauche comme un espèce de rond avec un point noir qui fait un peu penser à un œil, c'est le corps cellulaire, que l'on appelle aussi soma. Il contient l'ADN. Vous avez ensuite, sur le haut, des ramifications que l'on appelle des dendrites. Et enfin, en bas, vous avez des axones. Ces axones se terminent par l'arborisation terminale. Alors je dis en haut, en bas, parce que la figure est ainsi, mais le neurone peut tout à fait être dans l'autre sens. Qu'est-ce qui distingue les ramifications dendrites des ramifications axones? L'élément principal est un élément fonctionnel, c'est que le neurone reçoit l'information par les dendrites et va en émettre par les axones. On verra ça un petit peu plus loin dans le cours. Caractéristique des neurones, le neurone est une cellule qui ne se reproduit pas, qui ne mitose pas. Ce qui signifie qu'un neurone mort est un neurone qui n'aura pas de cellules filles. On a longtemps dit qu'un neurone mort était un neurone disparu. C'est pas si simple que ça, puisque des travaux récents signifient qu'à défaut de mitose, dans certaines circonstances et dans certaines structures très particulières du système nerveux, il peut y avoir apparition de nouveaux neurones. Mais ce sont des travaux encore très en cours. Pour fonctionner, un neurone a besoin de glucose et d'oxygène. Donc vous avez là encore une autre figure représentant à gauche un neurone et à droite une photo au microscope électronique. Des neurones peuvent prendre des formes particulières. Je vous ai mis 4 exemples les plus généraux. Donc on a à gauche le neurone unipolaire, c'est
c'est le corps cellulaire, A, c'est l'axone. À côté, pseudo-unipolaire, bipolaire et multipolaire. Si on prend le bipolaire par exemple, on voit D, dendrite, C, corps cellulaire ou soma, A, axone. En fait, je vous en ai présenté 4, mais il y a bien plus de formes de neurones que ça. Là, j'en ai pris quelques-uns pour vous montrer, mais il y a encore plein d'autres formes. Juste pour une illustration un petit peu plus imagée, on a là l'image d'un neurone bipolaire et par contraste, une cellule de Purkinje, qui sont des cellules spécifiques du cervelet. Comme vous pouvez le voir, les formes sont radicalement différentes et pourtant, dans les deux cas, ce sont des neurones.